Épisode 6, conclusion. Même s'il semble que certains attributs se dégagent avec le QI, tels qu'une meilleure rapidité et efficacité de la cognition, une meilleure mise en lien de l'information, ce qui apporte de meilleures facultés d'apprentissage, et ce en termes de degrés, puisqu'il s'agit d'une notion quantitative, ils sont toujours en lien avec les hautes capacités intellectuelles. En aucun cas, ils ne sont directement corrélés à la sphère affective, émotionnelle ou sociale, ou encore à des traits de personnalité ou une structuration globalement distincte du cerveau. Chaque personne est la combinaison de capacités innées et acquises ainsi que du contexte interne, la motivation, la personnalité, etc., et externe, l'environnement dans lequel elle se situe. En outre, elle est en perpétuel développement. Par conséquent, chaque personne est unique. Il y a donc autant de profils psychologiques et de fonctionnement que d'êtres humains, et il est indispensable de considérer chaque situation de manière particulière. La majorité des personnes ayant un haut potentiel vont bien. En effet, avoir de hautes capacités intellectuelles ne prédispose pas à la maladie ou aux difficultés. L'étiquette pathologisante du HP, que j'appelle le label HP, est une idée reçue du domaine du mythe, de la croyance, puisqu'elle est infondée scientifiquement. Elle peut déculpabiliser et apporter à court terme la sensation d'être compris, mais avec un revers aliénant. Le problème n'étant de toute façon pas ou peu lié, cela peut masquer les réelles difficultés qui ne sont alors pas traitées, avec pour conséquence d'importants dégâts, une perte considérable de temps, voire même une déresponsabilisation complète de la personne qui risque de bloquer toute possibilité de changement. Car si c'est la faute au QI, la question suivante est alors: pouvez-vous me guérir de mon HP ? En outre, ce label HP relève d'une vision du monde qui peut entretenir le problème des personnes en souffrance, celui-là même qui amène ces personnes à consulter. En effet, cette étiquette stigmatisante, en induisant un changement de perception, peut figer la croyance « je suis différent des autres » et avoir alors pour effet d'augmenter la sensation de décalage, avec pour conséquence des difficultés d'intégration sociale, un isolement social et ou un mal-être encore plus grand. Pour ceux qui ont un haut potentiel et qui se sentent en souffrance, car avoir de hautes capacités intellectuelles ne vaccine pas non plus, il s'agira alors, par un travail d'expertise, d'analyser le réel problème qui amène cette demande en identifiant les besoins dans chaque situation. Dans certains cas, lorsqu'on réalise un questionnement précis sur le problème actuel, en fait, parfois il n'y en a même pas. Les personnes s'inquiètent qu'il y ait un problème et viennent anticipativement afin de les éviter par crainte d'un décrochage scolaire, d'un échec dans la vie, qui pourrait même mener jusqu'au suicide au vu des prophéties annoncées. Dans d'autres situations où des plaintes comportementales conséquentes à un ennui sont observées à l'école, des aménagements pédagogiques tels que le regroupement, l'enrichissement ou l'accélération, c'est-à-dire le saut de classe ou l'avancement, sont des solutions à envisager au cas par cas dans certaines situations où de hautes capacités intellectuelles sont bien objectivées par un test de QI standardisé. Si les personnes viennent par contre avec des plaintes qui concernent des difficultés cognitives, un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble 10, un manque de méthode de travail, ou bien des difficultés émotionnelles telles que l'anxiété, la dépression ou des difficultés de gestion des émotions, ou encore des difficultés sociales telles que des difficultés relationnelles, des difficultés d'intégration, un isolement, il s'agira surtout de faire émerger le véritable problème derrière cette demande et de voir comment les personnes articulent ce problème avec leur vision du haut potentiel afin de proposer des pistes de travail adaptées à la situation telle qu'elle est amenée. Dans le cas où on peut observer un haut QI et des troubles, il est à signaler que ces difficultés se répartissent dans la même proportion, voire même de manière moindre que pour le reste de la population. D'autre part, dans ces cas où de hautes capacités intellectuelles sont bien effectives, on peut voir que les difficultés s'observent en fait parfois bien plus tard que pour les autres. Par exemple,
Dans des troubles tels que la dyslexie, on peut voir que les enfants à haut QI compensent naturellement leurs difficultés et réussissent à les pallier par la mise en place spontanée de stratégies. En effet, le haut potentiel intellectuel peut constituer une réelle ressource qui peut être mise au service du changement. Le problème provient principalement de l'utilisation de l'intelligence. C'est elle qui peut colorer un trouble et non l'intelligence en soi. Le QI, c'est comme une bibliothèque. Avoir un haut QI, c'est comme avoir une grande bibliothèque, mais tout dépend de ce qu'on met dedans. En effet, cette utilisation résultera de la vision du monde de la personne, ses valeurs, ses croyances, ses représentations, ainsi que de son contexte. Par conséquent, il s'agit de dépasser les étiquettes HP égale bonheur réussite versus HP égale souffrance échec. Amener une hypothèse pathologisante du haut potentiel à toute personne qui se sent mal en prétextant une différence qualitative n'est pas du tout salvateur. La frontière entre un thérapeute et un gourou est mince. Ce n'est que par un travail thérapeutique déjouant ces étiquettes que chacun pourra changer ses perceptions, son regard sur le monde et par là ses comportements. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir ces différents ouvrages. Vous y trouverez tout ce qui permet de corroborer ce qui vient d'être dit et plus encore. Nous avons le magnifique livre Les surdoués ordinaires de Nicolas Gouvry. Il tire les conclusions de méta-analyses effectuées sur les données issues des études scientifiques sur cette thématique. Nous avons le numéro 154 de la revue ANAE, le haut potentiel intellectuel mis au point. Ce numéro qui date de 2018 fait une mise au point scientifique sur cette notion de haut potentiel. Nous avons le livre de Jacques Grégoire qui date de 2019, l'examen clinique de l'intelligence de l'enfant, fondements et pratiques du WISC-5. Il vous permettra d'en savoir plus sur l'intelligence et sa mesure. Ensuite, cet ouvrage, Le haut potentiel en question de Sophie Brasseur et Catherine Cuche, constitue actuellement le livre le plus pratique pour les parents, les enseignants, etc. Et bientôt, le livre Psychologie du haut potentiel de Nathalie Claubert et Nicolas Gouvry. Cet ouvrage collectif est plutôt quant à lui à destination des étudiants et professionnels et j'ai eu la grande chance de pouvoir y collaborer. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous sur mon site web où vous pourrez trouver notamment cette bibliographie ainsi que d'autres liens et tous mes articles.